Planète Marché, on se pose la question, quelle nouvelle donne économique mondiale après cette élection surprise, finalement pas tant que ça, que de Donald Trump. Les experts sont avec nous en plateau. Bonjour Igor Demac. Bonjour. Vous êtes dirigeant associé de Vital Épargne, un cabinet de CGP, vos spécialités macro, économie, géopolitique, marchés globaux et actions. Bienvenue à vous. Alors, on est en compagnie également d'Alexandre Aizé. Bonjour Alexandre. Bonjour. Stratégiste du groupe Richelieu, là aussi spécialiste de la macroéconomie, des marchés globaux et surtout stratégie d'investissement, ça nous intéresse. On verra justement quel type d'allocation il faut avoir en ce moment. Enfin, Nicolas Gozman. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue à vous, responsable de la stratégie macro à la financière de la Cité. Vous êtes un grand spécialiste de la Fed, de la BCE, des banques centrales en général. Voilà, vous parlez couramment politique monétaire, policy mix, marchés globaux. Et là aussi, on a besoin de vous. Alors messieurs, voilà, je le disais, 7 jours tout rond après l'élection de Donald Trump. Un petit commentaire déjà, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous a étonné, notamment la réaction sur les marchés ? En très résumé, très positif aux États-Unis, et puis on le voit encore aujourd'hui, c'est vraiment un petit peu la débandade ou grise mine sur les marchés européens. Igor Demac. La tendance avait été déjà initiée avant l'élection même de Donald Trump, puisque les marchés avaient fait ces paris, les fameux Trump Trade. Donc là, c'est l'accélération. En plus, on a une communication qui est déjà très, très agressive, très, entre guillemets, volontariste de la part de l'administration américaine. Donc on est surpris, non. Tous les flux se dirigent vers les États-Unis, tous les flux se dirigent vers le dollar. Oui. Donc on empathie, puisque nous, on est toujours un marché, entre guillemets, de tourisme financier pour la plupart des investisseurs anglo-saxons. Et aujourd'hui, avec la politique de Trump, c'est difficile de conseiller aux clients et aux investisseurs de ne pas être sur les États-Unis. On s'arrête un instant là-dessus, je voudrais avoir vos réactions. On a l'impression que c'est vrai qu'il y a une polarisation, là, vraiment, hors des États-Unis, point de salut. Alexandre Aizé. C'est-à-dire que le Trump, en tout cas, a décidé que les États-Unis non seulement seraient le centre du monde, mais quasiment tout seul. Donc, vous avez aux États-Unis une force sur les fonds de pension, sur cette liquidité qui, évidemment, peut se retirer pour se mettre sur une zone qui est un peu évidente, en tout cas pour l'Américain, avec un Donald Trump qui va baisser les impôts, avec un Donald Trump qui va favoriser le reshoring, c'est-à-dire que le rapatriement des forces de production aux États-Unis. Oui. Donc, ça a bien commencé sous l'administration Biden. Ça a déjà commencé sous l'administration Biden, mais c'est vraiment un cheval de bataille pour Trump. Et donc, ça paraît évident pour de nombreux investisseurs. Et en plus, il y a cet arbitrage qui est fait, puisque de toute manière, ça va être négatif pour l'ensemble des autres zones géographiques. On parle de la Chine, on parle de l'Europe, de l'ensemble des pays, avec ces droits de douane, de toute manière, qui mettront à mal les stratégies commerciales de l'ensemble des pays. Oui. Donc, pour l'instant, on est dans l'arbitrage et une accélération, on vient de le dire, sur la zone dollar. C'est ce qui est déjà anticipé, ou je voulais, là, quand on voit justement des baisses considérables sur nos fleurons, en tout cas du luxe, mais on va en reparler. Nicolas Gozman, quelle est votre vision là, sur cette séquence ? Oui, pour les États-Unis, mais en fait, c'est aussi le résultat de ce qui se passe ailleurs. Si on considère le monde avec les 3 grandes zones économiques, la Chine, l'Europe et les États-Unis, en fait, la seule source de croissance pour l'économie mondiale, c'est les États-Unis depuis la période Covid. La Chine est en déflation. Ils ont bâti un plan de relance qui ne cherche pas à restaurer la demande intérieure chinoise. En Europe, on a l'impression qu'on fait à peu près tout ce qu'il faut pour ne pas avoir de croissance. Donc évidemment, les investisseurs mondiaux vont naturellement se diriger vers les États-Unis, qui a une croissance forte depuis la période Covid, accélérée. Et donc c'est un mouvement naturel. Et finalement, quand on regarde la réaction des autorités américaines, la volonté de mettre des tarifs, en fait, ça devient quasiment légitime de leur part. Ils sont la seule source de croissance mondiale. La Chine et l'Europe essayent de surfer sur la croissance américaine. Et à un moment, les Américains disent ça suffit. Ouais. Mais ça veut dire qu'on avait longtemps, il y a eu ce moteur chinois. Aujourd'hui qui est un petit peu en panne. On a l'impression que les États-Unis, à la faveur de la crise énergétique, de la sortie de Covid, même la guerre en Russie, quelque part, ils en ont bénéficié. C'est aujourd'hui le moteur de croissance unique, finalement, sur l'ensemble du monde. La stratégie chinoise consiste en gros à surfer sur la croissance américaine et à remplacer l'industrie européenne. Ça marche pour l'instant très bien. L'Europe n'a pas de demande intérieure et effectivement bâtit aussi ses excédents commerciaux aujourd'hui principalement sur les États-Unis. Donc le consommateur américain est la source de croissance mondiale. Tout le monde veut se battre, tous les producteurs de la planète veulent se battre pour le consommateur américain. Et aujourd'hui, les autorités américaines disent que ça suffit. Ouais, alors vous allez plus loin, vous venez de nous dire on fait tout en Europe pour être finalement les mauvais élèves de la classe. En fait, on n'a pas du tout eu une relance qui était du niveau de celle qu'on a eue aux États-Unis au niveau budgétaire.
Ensuite, là maintenant, on voit que bizarrement, depuis une semaine, on a l'air d'avoir quelques mouvements qui commencent à s'opérer. Éventuellement, on pourrait avoir un peu plus de relance du côté allemand ou même du côté européen, notamment pour la défense. Et du côté monétaire, la réaction de la BCE, qui est identique en gros à peu près à celle de la Fed, alors qu'il n'y avait pas de demande, de choc de demande en Europe, me paraît effectivement très curieuse. Et le rythme de baisse des taux d'intérêt en Europe me paraît effectivement beaucoup trop lent par rapport à la situation économique européenne. Oui. Ouais. Alors, mais pardonnez-moi, parce qu'on est quand même sur un déficit abyssal, en tout cas en France. Quand on dit qu'il n'y a pas eu de relance, on se souvient quand même du quoi qu'il en coûte, qui coûte quand même beaucoup au final, hein, et on va tous, je pense, le sentir passer, notamment via des hausses d'impôts. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Parce qu'en plus, on n'arrête pas de dire qu'on n'a plus d'argent. Là, c'est la question de la coordination entre le fiscal, le budgétaire et le monétaire. Si vous faites une relance budgétaire comme on l'a fait pendant la période Covid, que vous mettez sur plusieurs années, et que vous avez en face une BCE qui vient contrer toute forme de demande, vous avez une neutralisation des effets macroéconomiques qu'on pouvait avoir de cette relance budgétaire. Vous avez la neutralisation des effets, mais vous conservez la dette. En fait, on a fait la même erreur que 10 ans auparavant. En 2011, même chose. On avait eu les plans de relance budgétaire qui avaient été mis en place par les différents États. La BCE, à ce moment-là, avait commencé à relever ses taux en 2011. Ensuite, heureusement, on a eu l'arrivée de Mario Draghi qui a commencé à rebaisser les taux, mais on avait neutralisé les effets aussi de cette relance-là. D'accord. Donc, si on neutralisait les effets macroéconomiques de notre relance, tout en gros poignardant notre croissance dans le dos, et finalement on se retrouve avec la dette, mais sans la croissance, sans les effets macroéconomiques. Ouais, vous dites, si je résume, si j'ai bien compris, d'un côté, certes, on a fait de la relance par exemple sortie de Covid pour sortir du Covid, ou gommer ses effets, mais ça a été complètement stérilisé par la hausse finalement des taux qu'on a eu juste après. Les autres, Igor Demac, réaction, vous êtes d'accord avec ce constat? L'Europe qui, on a l'impression quand même souvent, que ce soit sur les normes, les réglementations, peut-être sur une certaine politique, c'est vrai, à contre-courant, une politique monétaire se tire un peu des balles dans le pied. Oui, et les balles dans le pied, on se les tire depuis tellement longtemps. Notamment, je prends l'exemple français, mais on a aussi un point mort d'efficacité économique qui est très élevé. On est une économie très rigide. Et là, ce qui pêche en fait dans la zone euro, c'est que c'est le moteur même, le couple franco-allemand qui marche pas bien. Alors que les pays de la périphérie du Sud ont fait un travail assez conséquent. Les pays d'Europe du Nord, qui ne sont pas forcément dans la zone euro, mais qui sont accrochés à la zone européenne, fonctionnent bien. Mais ce sont des petits, entre guillemets, pays par rapport à l'importance du couple franco-allemand qui dysfonctionne de manière institutionnelle. On a eu la dissolution qui aboutit à ce qu'on connaît aujourd'hui et on a une coalition qui s'est fracassée. Donc on mélange à peu près tous les problèmes en Europe et notamment un problème de gouvernance qui est ce qu'on a dit, de manque de cohérence entre en fait un pays qui contrôle la monnaie, l'Allemagne, et puis la France qui se relance toujours de la même façon en faisant des chèques et en stimulant la demande purement domestique, sans améliorer sa compétitivité, son industrie, et finalement ça débouche sur des dettes abyssales, et avec des taux qui, je le partage complètement, étaient beaucoup trop élevés par rapport à l'environnement de consommation, à l'environnement du marché immobilier, et on a gardé ça tellement longtemps, mais on voulait être rigoureux. Résultat, on n'a pas de croissance. Et on a une épargne gigantesque. On voit le consommateur américain, c'est le consommateur qui a le moins d'épargne. Pourquoi? Parce qu'il alimente. Il fait tourner la machine en permanence. Bien sûr, et c'est pour ça que ça marche. Alors que pourtant, ils ont quand même beaucoup moins de filets de protection, notamment sociale. C'est assez étonnant. Juste, on finit le tour de table avec vous, Alexandre Aizé, sur ce petit moment Europe bashing. Alors, vous partagez le constat, vos petits camarades? Disons que le tort de l'Europe, c'est de vouloir s'ancrer sur les États-Unis, notamment en tant que politique monétaire. Je veux dire, l'Europe a une situation qui est complètement différente des États-Unis. On a parlé du choc sur l'inflation. Effectivement, le choc de demande, il n'a pas véritablement lieu en Europe. C'était un choc d'offres lié principalement à la guerre en Ukraine et aux problématiques énergétiques, alors qu'aux États-Unis, on était en surchauffe. Les plans avaient tellement été excessifs qu'il fallait ralentir la machine. Sur l'épargne, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on a trop d'épargne et même l'excédent de revenus réels que l'on avait, qui pouvait prêter à une certaine consommation en Europe, elle ne se fait pas, elle se met dans l'épargne. Donc ça veut dire que le consommateur européen n'a pas confiance dans l'Europe, alors que le consommateur américain, lui, son épargne Covid, il l'a consommée, il commence à se réendetter, mais en fait il a acheté notamment de l'immobilier, ce qui a permis à l'immobilier de très bien tenir aux États-Unis. On est au plus haut, l'immobilier n'a pas baissé, alors qu'en Europe, ça n'a pas été le cas. Donc il y a un phénomène ciseau en Europe qui n'existe pas du tout aux États-Unis. Alors comment y remédier? Effectivement, c'est une banque centrale qui serait plus laxiste, mais ça, je me demande comment ça peut être possible, en tout cas dans l'état actuel. Il va falloir quand même qu'elle agisse, sachant que
dans la plupart des pays, les politiques budgétaires, en tout cas France et Allemagne, vont être un peu plus rigoureuses. Donc la Banque centrale a les mains libres pour agir les prochains mois. C'est ce qui peut un peu sauver, on va dire, le marché européen. La Banque centrale a quand même agi avant les États-Unis. Christine Lagarde a lancé la baisse des taux. On ne va pas assez vite aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'on a terrassé l'inflation ? C'est fait, c'est derrière nous. En tout cas, toute la problématique, c'est d'être soit au jour J ou être pragmatique. Si vous êtes, enfin en tout cas, mais si pas en réaction ou dans le futur. Si la Banque centrale a démontré que quand on a eu l'inflation, à force de raisonner dans le futur, elle faisait des erreurs. Donc si elle n'arrête pas de dire que l'inflation baisse et que finalement elle ne baisse pas et qu'à un moment c'est trop tard, elle peut être dans l'erreur non plus. À l'époque de Jean-Claude Trichet, c'était we never pre-commit. On avait l'inflation aujourd'hui, on voyait si c'était trop, on baissait, on montait les taux, si c'était trop bas et on se contentait pas de regarder des prévisions qui étaient plus ou moins calculées, on va dire. Donc elle doit être quand même rigoureuse, mais là, force à penser que l'économie européenne va rebaisser, les tarifs douaniers vont avoir un impact important, enfin en tout cas un impact sur la croissance européenne. Le marché de l'emploi qui était plutôt bon va dégrader. Et en plus, on en parlera, mais je pense que ça c'est une bonne nouvelle de Trump pour l'Europe, c'est sa stratégie sur l'énergie. Alors c'est pas bon pour l'environnement, mais en tout cas sa stratégie sur le pétrole, elle est clairement à faire baisser le pétrole, puisque Donald Trump, ce qu'il veut lui, malgré tout, c'est pas une inflation qui remonte. C'est dans tous les sondages américains, et ce qui a fait perdre Biden, c'est l'inflation. Oui. Donc, c'est le galon. Hein, les réservoirs là-bas sont plus gros que les nôtres, les trucks aussi américains, bien évidemment. Et donc ils ont vu le prix à la pompe qui a doublé. C'est ce qui a évidemment, surtout dans les États du Midwest, peut-être pesé également. C'est le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir d'achat, immigration, ces grands thèmes à Donald Trump. Et voilà, exactement. Et ce pouvoir d'achat, l'inflation, tout va être fait pour faire baisser l'inflation aux États-Unis. Alors qu'on dit tous que la politique de Trump va être inflationniste, mais justement, il doit contrer cela et ça passera par l'énergie. Et ça sera plutôt bon pour l'Europe. Justement, ce Donald Trump, il a désormais les pleins pouvoirs, le Congrès. Quelle politique il va mener ou il peut mener ? Parce que c'est vrai qu'entre ce qu'il annonce, même ce qui s'était passé en 2016, et puis ce qu'il fait, on voit qu'il y a quand même un monde d'écart, heureusement. Là, on se dit que ça risque d'être... peut-être plus... Il va pouvoir actionner plus de leviers, Nicolas Guzman. Ce qui est compliqué, c'est pour ça que les nominations actuelles sont tellement importantes, c'est qu'il y a tellement de mouvances différentes autour de Trump aujourd'hui, qui chacune revendique le pouvoir et sa politique à elle, qu'on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer. Ce qu'on sait pour le moment, c'est les nominations qui ont déjà eu lieu. La première, je pense que la plus importante pour les Européens, c'est la nomination au commerce de Robert Lighthizer, qui était déjà son USTR lors de la mandature précédente, qui a écrit un livre l'année dernière et qui, je pense, est absolument clair. Lui, il veut quasiment un découplage total avec la Chine. On n'ira pas jusque-là, mais il est, je pense, très ambitieux dans sa volonté de mettre des tarifs sur la Chine. Et il n'oublie pas l'Europe, c'est-à-dire qu'il a aussi la volonté de pouvoir corriger ce qui est fait du côté européen, en considérant que les États-Unis sont les victimes de la stratégie économique européenne qui consiste à créer des excédents sur les États-Unis. Donc pour pouvoir répondre à ça, il veut mettre des tarifs. Évidemment, je pense que par contre pour les Européens, il y a un moyen éventuellement de s'en sortir si les Européens font un effort en termes de dépenses et de relance de leur consommation. Mais comme on n'est pas parti exactement sur cette stratégie-là, ce qui correspondrait d'ailleurs au plan Draghi. Si on applique le plan Draghi, je pense qu'on pourra éviter les tarifs. C'est encore une fois pas parti dans ce sens-là. Donc de ce côté-là, on sait qu'ils vont être assez agressifs sur le côté commercial, c'est à peu près clair. Ensuite, je pense que le point le plus important, c'est... Donc pour la Chine et pour l'Europe, c'est en gros, le monde qui vient à nos crochets, c'est terminé. Je pense que la seule restriction qu'on peut avoir du côté chinois par rapport aux personnes qui sont déjà nommées, c'est Elon Musk. Elon Musk a beaucoup d'intérêt en Chine. Je pense qu'il va essayer de freiner tout ce qu'il peut. Oui. Alors il a quel poste, Elon Musk justement, pour l'instant, c'est pas encore très précis, mais il va essayer d'utiliser son influence, en tout cas, pour essayer de freiner les restrictions, tout ce qui peut se passer vis-à-vis de la guerre commerciale avec la Chine. Donc on rappelle, Gigafactory, évidemment, dans le pays, des débouchés. Puis bon, c'est pas le seul. Finalement, les Américains, ils exportent très bien aussi en Chine, en face des produits de technologie. On pense à l'iPhone notamment, même s'il y a une guerre commerciale sur les téléphones. Mais c'est vrai qu'on peut se dire à un moment, ils ne peuvent pas non plus, en tout cas les grands industriels, se couper totalement de ce marché chinois. Alors non, ils ne peuvent pas totalement, mais ils peuvent le faire en partie. Et je pense qu'il y a vraiment une intention claire et nette de pouvoir, en tout cas sur les secteurs stratégiques,
d'y aller assez franchement. Et je pense qu'ils ne vont pas mettre 60% de tarifs sur tous les biens en provenance de Chine. Ouais. Je pense qu'ils vont cibler certains secteurs et par contre aller effectivement à des niveaux très élevés sur ces secteurs-là. Donc ça fera quand même des perturbations assez importantes de ce côté-là. Pour l'Europe, ça peut être à peu près la même chose. Mais encore une fois, je pense que ce qui est aujourd'hui le plus important, notamment ce qui a été révélé cette nuit et par le New York Times et le Wall Street Journal, c'est les personnes qui vont décider de la politique étrangère. Et là, on a vraiment deux camps qui s'affrontent. Pour l'instant, les personnes qui ont été citées, c'est Michael Waltz, donc à la sécurité à la Maison-Blanche, et Marco Rubio qui pourrait prendre les affaires étrangères. Donc là, ça serait plutôt une ligne traditionnelle et qui serait plutôt dure avec la Russie par rapport à ce qu'on avait pu entendre avant. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les Européens. Par contre, le camp du vice-président Vance, eux veulent aller vraiment vers une position d'unilatéralisme. On ne sait pas encore vraiment qui vont être les personnes nommées, mais vous avez deux camps très différents qui s'opposent et qui sont déjà en train de se battre là maintenant pour essayer de récupérer les postes. Et en fonction de qui va être nommé, on aura une politique qui va être très différente. C'est le président qui va trancher, on verra ça. L'équipe sera en place comme le président début de l'année prochaine. C'est les prochaines heures, en tout cas pour cette question-là, ça sera les prochaines heures. D'accord. Et puis ensuite, tout va se déployer évidemment à partir de janvier, l'investiture. Ouais. On a l'impression même que c'est un peu comme les annonces de la politique monétaire ou des banques centrales, que l'annonce même va créer déjà un électrochoc, que les gens vont s'y préparer, ils ne vont pas attendre évidemment l'investiture, à savoir si ça sera à 40, 50, 60, 80, 100% au niveau des tarifs, c'est-à-dire des tarifs douaniers, des hausses. Je pense que le monde va réagir à tout ça, que ce soit la Chine ou on l'espère également l'Europe. Oui, réagir, mais tant qu'on ne connaît pas la sauce à laquelle on va être mangé, c'est un peu la formule de notre président carnivore et herbivore. Bon, dans la savane africaine, l'éléphant c'est un herbivore, il fait peur au lion, donc on faut pas non plus. On a des atouts, on a des industries, on a une plus grande zone de consommation au monde en termes d'habitants et de capacité, plus grosse épargne. Donc il faut jouer là-dessus, mais je reviens d'ailleurs sur l'épargne. En maintenant les taux très élevés, la BCE a organisé ce cash sweep des épargnants vers la finance au détriment des actifs de production. Nous, on a surfinancé un secteur immobilier pendant des années et maintenant on le sous-finance. Donc il y a plein de mesures à prendre, mais il faut juste un peu de courage politique et surtout d'union. Parce qu'en fait, c'est la désunion en Europe, à l'intérieur de l'Europe et à l'intérieur de chaque pays. Et on l'a bien vu avec la fin de la coalition en Alain, qui crée le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de doutes sur notre capacité à nous relever. Et peu importe qu'on soit pro ou contre Trump, mais ce qu'il a réussi à faire, c'est d'unir, électoralement tout au moins, son pays. Et c'est pour ça qu'on est tous tétanisés maintenant, parce qu'effectivement, les États-Unis, ils ont tout. Ils ont tout, et même tout. Mais est-ce qu'ils ne donnent pas là aussi politiquement un certain populisme? On a vu que sur le terreau, ça a quand même bien fonctionné. On rappelle donc les deux grands thèmes, on vient de les évoquer. Un pouvoir d'achat, défense du pouvoir d'achat, immigration, ça ressemble quand même fort à des programmes qu'on voit un petit peu partout en Europe. Oui, mais partout dans le monde, parce que si vous interrogez un hindou, il ne va pas vous dire qu'il a envie d'avoir des Pakistanais qui reviennent au Rajasthan. Donc je crois quand même que la notion d'enveloppe de pays, de nations, de culture, après toutes ces années de globalisation, il y a un petit peu un retour de bâton. Si la Chine veut faire revenir Taïwan dans son giron, c'est à peu près pour les mêmes raisons. Le pouvoir d'achat, de toute façon, c'est maintenant la métrique de toute société de consommation libérale. Il n'y a plus d'autres projets, entre guillemets. La démocratie, dans la plupart des pays, les nôtres, entre guillemets, occidentaux, on l'a atteint, même si elle est assez imparfaite. Donc oui, c'est des revendications qui sont, à mon avis, partagées par même des pays en Afrique, même s'ils partent de plus loin, et pour des gens très gâtés comme nous, parce qu'on en voit toujours plus. C'est vrai que le vouloir d'achat. On manque un peu d'utopie. À un moment, c'est vrai qu'il y a eu le progrès aussi technologique, on pourrait même s'enthousiasmer. C'est une nouvelle technologie qui arrive, mais pas forcément. Il n'y a pas de rupture technologique au sens du moteur à explosion, de l'électricité, ou du feu, ou de la roue. ChatGPT, non, c'est pas... C'est pour moi pas un moteur de rupture technologique. C'est une avancée, c'est une prolongation d'Internet, mais c'est pas une avancée. Mais voilà, quand on regarde les dépenses IT, elles sont sur le même rythme de croissance qu'il y a les 10 dernières années. Donc c'est une évolution. Mais Internet était une rupture. Mais l'IA me semble moins une rupture. D'ailleurs, on a eu une bulle, mais pas aussi grande. Et nous, on est resté à côté, justement. Nos deux grandes erreurs, c'est la non-numérisation. Et puis le Covid, il y a eu une fracture, puisque les services non marchands et marchands étaient beaucoup plus préparés aux États-Unis.
Alors, non-numérisation, pas tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on peut dire quand même qu'on a adopté massivement dans les us et coutumes le télétravail, la visio. Oui, mais ceux qui fournissent les outils, c'est les Américains. Même effectivement, cette intelligence artificielle qui arrive, bon, tout le monde commence peu ou prou quand même à regarder ce que c'est, à voir à l'utiliser. Bon, j'espère qu'on continuera à faire des émissions entre nous, évidemment, avec des humains et non des avatars. Néanmoins, vous avez raison. C'est vrai que on est passé à côté, l'Europe est passée à côté de ces grands enjeux, et c'est étonnant dans la mesure où on a aussi des talents, on a des cerveaux, mais on n'arrive pas à passer le cap et à créer comme ça l'équivalent des GAFAM. Je dirais que les deux secteurs où on est vraiment très en retard, c'est celui-là, la technologie, et la santé. Sur les autres secteurs industriels, qu'on prenne l'Allemagne, la France, on a à peu près tout, l'énergie, il y en a en Italie, il y a Total, il y a Eni. Mais vraiment sur ces deux secteurs qui sont clés pour l'humanité, pour les pratiques de l'humanité, on est, enfin pas absent, mais on est très très loin derrière. La technologie, c'est sûr, on n'a que des petites sociétés de semis, mais sinon on n'a aucun grand réseau. On n'a aucun grand fabricant de téléphone, de réseau télécom. Maintenant, c'est terminé. Donc. On a raté le coche. Oui, mais pour avoir la prochaine révolution technologique de l'industrie, en tout cas en France. Pas trop en Italie, encore en Allemagne, mais bon, l'automobile, l'électrification, l'a un peu raté. Mais reste à savoir si on ne va pas revenir aussi. C'est pas encore tout à fait. Pour moi, le jeu n'est pas fini. Alors on peut se poser la question effectivement des secteurs aussi qui vont être les plus impactés. On en a couvert quelques-uns effectivement. Voilà, un des fleurons en tout cas chez nous, c'est le luxe, et le luxe souffre depuis quelques mois. Alexandre Aizé, vous voulez réagir ? Le luxe est cyclique. C'est vrai que dans un premier temps, le luxe c'était bien maintenu parce que dans la dynamique d'inflation, en fait, les valeurs de luxe dans leur ensemble pouvaient finalement répercuter largement les prix sur les clients. C'était justement l'attrait du luxe. Et puis, vous avez à la fois un ralentissement en Chine qui s'est produit. On l'a dit tout à l'heure, ça ne se fait pas sur la consommation interne. Donc, évidemment, que c'est une partie, en tout cas, de la clientèle qui n'est pas revenue. Vous avez aussi eu la baisse du yen, où le consommateur japonais n'était plus là, donc deuxième salve. Et puis voilà que les hausses de taxes vont prendre aussi le relais. Donc vous avez vraiment des vents contraires. Alors il y a le luxe et puis il y a tout ce qui tourne autour. Vraiment, le cas d'école, c'est les spiritueux, par exemple, où là, vous avez des effets d'échelle, un effet ciseau à la fois en Chine et aux États-Unis qui vont impacter tout un secteur qui est quand même un secteur important, en tout cas en bourse en Europe. Et le luxe, pour l'instant, au vu des valorisations qu'on avait sur ces valeurs-là, ça ne peut pas se satisfaire d'un manque de croissance sur quelques années. Donc, comme c'était des valeurs très consensuelles dans tous les portefeuilles, évidemment que c'est celles qui vont souffrir de manière plus importante. Ouais, donc c'est peut-être pas fini. Donc un des secteurs les plus impactés et qui risque de continuer à être impacté, c'est le luxe. Le reste, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce qui va souffrir justement ? Alors évidemment, il faut bien, là on est dans un moment où il y a secteur et puis zone géographique, évidemment. C'est vrai que tout à l'heure on venait de parler de certains secteurs. Dans l'industrie, enfin en tout cas l'automobile par exemple, c'est un secteur qui est encore une fois un vrai exemple d'un secteur où l'Europe était leader sur le marché mondial. Et puis un peu comme on a vécu avec la téléphonie dans les années 2000, où vous aviez des grands leaders en Europe, eh bien, progressivement, ils se font prendre des parts de marché, à la fois au niveau du consommateur et à la fois au niveau des chaînes de production qui sont beaucoup plus efficientes, avec les véhicules en Chine, avec ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis ont vraiment fait une véritable révolution. Il y a Tesla, mais il n'y a pas que. Il y a General Motors, Ford, qui ont aussi fait leur révolution. Et donc, on se retrouve dans un secteur qui est, encore une fois, pris en étau, où un pays comme l'Allemagne, où l'industrie automobile était florissante, il y a une déliquescence qui est en train de se mettre en place. Avec Volkswagen, qui pour la première fois est en train de licencier. Exactement. Donc vous avez une société qui peut s'en tirer, des sociétés un peu de luxe, mais jusqu'à quand, justement, Ferrari, mais jusqu'à quand? Donc les secteurs de premier rang en Europe, finalement, ça devient une faiblesse pour l'économie, ou en tout cas l'image de l'Europe. Ferrari, peut-être secteur à part, c'est un peu comme les montres de luxe, les supercars. Ils sont devenus le premier marché de Ferrari. Oui, d'accord. On voit bien ça aussi, même chez des valeurs comme ça.
c'est sûr que là où il y a le plus d'argent maintenant, c'est les États-Unis. Ça reste un quart du PIB mondial. Oui, Ouais. certaines sociétés veulent se faire coter françaises Ouais. veulent se faire coter aux États-Unis, c'est pas pour rien non Et plus. si Stellantis a des problèmes aux États-Unis, c'est qu'ils ont mis la main sur un actif américain aussi. Donc, Sur un marché, d'ailleurs, on dit souvent, bon là, il y a le luxe et puis finalement voilà, tout ce qui est bon marché. Voilà, vous faites soit Fauchon, soit finalement les chaînes discount. Et puis entre les deux, c'est compliqué. On a l'impression que dans la voiture, c'est un peu la même chose, sauf qu'on n'a pas vraiment la petite voiture qui va bien, qui plaît à tout le monde et qui se vend comme les pipins. Non, parce que la transition n'est pas encore faite complètement, l'électrification, l'hybride, enfin en tout cas, ça s'est fait à marche forcée. Le Covid est passé par là, il y a eu des effets retard, et pour l'instant, l'Europe n'est pas prête à concurrencer notamment les véhicules chinois, à part par la réglementation. Et là, on a un sujet, c'est que ce n'est pas par l'innovation qu'on essaie de contrer, mais c'est par la réglementation. Or, c'est plutôt par le bas que par le haut. la réglementation est très punitive pour l'utilisateur de la voiture. Si on regarde tout ce que rapporte une voiture à l'État, que ce soit au niveau de l'essence, que ce soit au niveau du parking, de la contravention, en fait, on a vraiment dissuader les gens d'avoir des voitures. Et donc, on ne peut pas s'étonner aujourd'hui que, les voitures coûtent de plus en plus cher à cause de l'électrification, et deux, en fait, dans un budget d'un ménage, une voiture, c'est aujourd'hui très compliqué. C'est quand on en a une, on ne peut pas rouler. Ouais, sauf qu'en province, on ne peut pas vivre sans voiture. Ouais. Et aux États-Unis, on ne parle même pas de supprimer la voiture. Même s'il y a Tesla, il y a aussi des grosses voitures polluantes. Nicolas Gutzmann, vous êtes bien sage sur le secteur automobile. Vous avez un avis, ça peut... Ouais, le secteur automobile, on peut parler peut-être du secteur énergétique. Là, je pense que ça peut être effectivement intéressant pour les prochaines semaines parce que... Oui. Alors Trump a nommé son nouveau responsable de l'Agence de protection de l'environnement et sa première déclaration était de dire qu'il fallait retrouver la domination énergétique des États-Unis et les emplois du secteur automobile, ce qui veut dire en gros de terminer tout ce qui avait été fait par Biden, notamment sur l'électrification des véhicules. Donc c'est plutôt là un retour en arrière de ce côté-là, et avec une volonté claire de vouloir produire davantage de pétrole. Et il y a quelque chose d'assez paradoxal là-dedans, c'est qu'il y aura sans doute également des accords qui vont arriver avec l'Arabie Saoudite en vue de pousser l'Arabie Saoudite à produire davantage pour faire chuter les prix du pétrole assez rapidement. Alors, ce qui ne justifiait pas leur ligne de conduite, hein. C'était plutôt justement essayer de maintenir un prix du baril assez haut. Alors, ils voulaient ça, mais là, en fait, ça fait quelque temps que l'OPEC, sous pression saoudienne, voulait commencer à réaugmenter la production. Je pense qu'ils en ont aussi un petit peu assez de voir que d'autres pays ne respectent pas leurs quotas et donc de pouvoir remporter le morceau, parce que là, ils perdent des parts de marché et de l'argent sur le prix du pétrole. Et l'avantage que si jamais les Saoudiens bougent de façon significative sur la production pétrolière, ça permettra aux Européens de bénéficier de prix moins élevés sur l'énergie. Ça permettra de fragiliser Poutine également. Donc ça, c'est plutôt très favorable. Mais par contre, si jamais on a des prix du pétrole beaucoup plus faibles en 2025 par rapport à 2024, on aura une désincitation très forte aux États-Unis d'investir dans davantage de forage aux États-Unis. Et donc la promesse de pouvoir produire davantage aux États-Unis me paraît caduque si jamais ils arrivent à négocier rapidement avec les Saoudiens. Ouais. Et donc là, c'est intéressant d'avoir... Mais par contre, on pourrait avoir, dans ce cas-là, un secteur de l'énergétique assez fragilisé par ces situations-là. D'accord. En tout cas, le pétrole est loin d'être enterré, sans mauvais jeu de mots. Donc, clairement, oui. Est-ce que, justement, un petit aparté, là, la COP29 à Bakou, c'est pas le signe, justement, d'un renversement un peu après le tout écolo, après peut-être des bons sentiments? On a beaucoup parlé de ESG. On revient aux fondamentaux, voilà, au pétrole, à la voiture qui consomme, peut-être pour favoriser aussi un petit peu le Midwest américain avec ses gros 4x4, c'est un peu l'image d'Épinal, mais ça compte. Igor Demac. Oui, je ne saurais pas répondre au futur de l'automobile. Est-ce que c'est pas un signal si, voilà. Bakou, l'Azerbaïdjan, c'est un producteur. Voilà. C'est là où il y a un grand prix de Formule 1 aussi. Donc il y a plein de symboles. Et puis c'est un pays avec qui on entretient des relations, en tout cas en Europe ou en France, assez tendues. Donc oui, c'est un symbole, mais mon point de vue, c'est que l'électrification, elle a été faite comme souvent en Europe, d'ailleurs, par la norme, par la punition, et sans prendre en compte le fait que pour changer un système de production à l'échelle mondiale, aussi technique qu'une chaîne automobile, en fait, il fallait beaucoup plus de temps. Il
fallait beaucoup plus de temps parce que là, on a créé un choc dans une industrie qui emploie énormément de personnes. Bon, là, on va avoir des licenciements un peu partout. Et puis, on a aussi pensé que les gens pouvaient acheter des véhicules à 50, 60, 70 000 euros avec une durée de vie de batterie et une technologie qui n'est pas encore tout à fait stabilisée. Ouais. Et ça, c'est aussi un pari technologique qui me semble être très risqué. Enfin, on le voit aujourd'hui, qui met à mal vraiment notre industrie. On n'a pas du tout eu les infrastructures électriques. Ça a été fait beaucoup mieux aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord maillé le territoire. Bon, il y avait peut-être qu'un constructeur aussi. Mais, et puis, ils font cohabiter les deux modes de transport. Donc, le moteur à explosion, ça reste aujourd'hui la source d'énergie la plus efficiente pour le transport. C'est vrai. Est-ce que justement du côté de l'énergie, où là on vient de renouveler nos centrales, en tout cas les réparer, on en a eu cruellement besoin il y a quelques temps avec la crise énergétique, on a vu qu'il était temps, que c'est quand même un asset en tout cas pour la France et même pour l'Europe. Est-ce que la France a deux grandes industries, c'est tout ce qui est lié à l'aéronautique et l'aérospatiale, enfin l'aéronautique, et tous les secteurs liés à l'énergie. Donc ça, on a encore ça. Est-ce qu'on peut tirer notre épingle du jeu sur ces secteurs ? Là, le secteur a pas mal dirété, pas mal baissé, le pétrole est bas, donc même si Total n'a pas tant baissé que ça par rapport au prix du pétrole, mais ça reste pour moi des entreprises qui se sont bien gérées, avec des cash flows assez visibles, qui se sont quand même aventurées dans l'aventure renouvelable. Je pense aussi de manière cosmétique, pour plaire, mais je crois que c'est un secteur qui est à regarder, qui est toujours à regarder. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans les marchés, 25 ans qu'on me dit que le pétrole, c'est fini, qu'il ne faut plus acheter des valeurs pétrolières. Et ça fait quand même des années que c'est bien d'en avoir portefeuille, ça paye du dividende. Et puis, vous avez parfois des phases de hausse avec le prix du pétrole. On avait l'habitude de dire que Total montait jamais avec le prix du baril et baissait avec le prix du baril. C'est plus tout à fait vrai. Donc, c'est vrai. Je pense que c'est un secteur intéressant, en tout cas, à entourer avec ce qui s'y passe là en ce moment. Je voulais faire un petit point également sur, puisqu'on a beaucoup parlé effectivement des valeurs, des actions, côté obligataire, dans la constitution d'un portefeuille. On a vu que finalement ces taux, il y a deux salles, deux ambiances, on va dire. Du côté des États-Unis, ça reste très très haut. Sur l'Europe, c'est en train de baisser et ça risque de continuer. Enfin, il le faudrait, on a compris en creux. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue à investir sur l'obligataire, Alexandre ? La phase de hausse que l'on a eue finalement à la fois un peu en Europe, beaucoup aux États-Unis, c'est plutôt bien parce que ça permet de retrouver certaines rentabilités qu'on avait perdues. Du 4,40, 4,45 sur du 10 ans américain, finalement, dans une construction de portefeuille, c'est quand même pas mal. Ouais. En Europe, le crédit se tient plutôt bien. Alors, on a eu une petite phase de correction, mais très faible. Et par rapport à ce que l'on vient de dire sur les anticipations de baisse de taux, finalement, avoir du 3,50, 4% sur l'obligataire, à 5-10 ans, c'est quand même cristalliser de la performance et un niveau de taux d'intérêt qu'on n'aura certainement plus. Donc on garde sa poche obligataire, on la renforce, on la continue. On la renforce un peu. Aux États-Unis, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que à un moment, les taux étaient, il y a un mois, on ne se rappelle pas, mais les taux étaient à 3,60 sur le 10 ans américain. Maintenant, ils sont à 4,40, donc c'est une montée assez importante. Et certains analystes pensent que les taux peuvent aller encore plus haut. C'est vrai que si Trump met en place tout sans faire baisser le pétrole, on pourrait avoir une inflation qui reprend. Cette fameuse, on en peut parler, mais cette fameuse nouvelle vague d'inflation qui revient, comme dans les années 70, finalement, on a eu des différentes vagues, et finalement, Trump peut peut-être créer une autre vague, ce qui empêchera, cette fois-ci, la Fed de faire quelque chose, voire même de potentiellement monter les taux. On peut tout évaluer, et donc on pourrait avoir des taux qui atteignent les 5, pourquoi pas plus, encore plus, à l'horizon 2026. Ce n'est pas notre scénario, mais il faut le garder en tête, parce que c'est un scénario qui a une probabilité non nulle, largement non nulle. Donc, aux États-Unis, garder des munitions si on avait encore une autre vague sur le taux d'intérêt. En Europe, on voit que les actions, c'est compliqué pour l'instant. Il faut des catalyseurs. Le catalyseur viendra d'où la BCE peut-être, ou d'un plan, ou enfin on ne sait pas. Pour l'instant, je trouve que l'Europe est quand même globalement muette par rapport à ce qui est en train de se passer, et d'autant plus muette que, et là je trouve que les propos de Powell, mais c'est un peu notre action, c'est-à-dire que pour l'instant on est dans des propositions, mais Trump il n'est pas au pouvoir. Donc l'Europe ne peut absolument... Ça a une phase délicate pour l'Europe entre aujourd'hui et l'avenue de Trump, parce que finalement l'Europe ne peut pas dire on met des sanctions, mais des sanctions sur quoi ?
Trump, on ne peut pas anticiper. Non, mais Trump ne peut rien faire pour l'instant. Donc l'Europe ne peut pas dire on va mettre en place ça, etc. Il peut tweeter ou xer, je ne sais plus comment on dit. Ce que je veux dire, c'est que les marchés, finalement, c'est les marchés qui décident si. Mais l'Europe, politiquement, ne peut pas mettre en place une stratégie de défense alors que jusqu'en janvier, rien ne sera fait. Donc on va avoir une période très délicate où Trump peut à peu près dire ce qu'il veut sur l'Europe. Et l'Europe ne peut pas réagir. Ouais. Donc il y aura forcément en tout cas, une volatilité très importante. Et après, il y a quelque chose de bien avec Trump, c'est que quand même, il a tendance à annoncer ce qu'il va faire et puis à le faire. Enfin, en tout cas, à essayer de le faire. Oui, après, on peut commencer à réagir, à se préparer. Et puis, il a quand même une chance incroyable, mais finalement, c'est la malchance qu'il avait eue à la dernière élection. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment où il y a quand même des inflations qui est en train de se mettre en place. L'inflation peut peut-être remonter, mais en tout cas, le pari sur l'inflation à court terme est un peu gagné aux États-Unis. Et d'une certaine manière, c'est ce qui lui avait porté préjudice à la dernière élection, puisque sur le Covid, il avait tout fait pour avoir un vaccin. Finalement, il arrive, on le condamne sur le fait qu'il n'avait pas eu de vaccin. 10 jours après, il y a un vaccin et c'est Biden qu'on a reçu les fleurs. Et ce n'était pas lui. Et de la même manière, sur la désinflation, c'est lui qui, finalement, aura les lauriers sur ses premiers mois de mandat en disant, vous n'avez pas d'inflation. D'ailleurs, il voulait tellement ce vaccin qu'il était prêt à boire de l'eau de Javel. Tout. Mais il n'empêche qu'il à l'époque, il avait été très proactif sur les laboratoires américains pour se presser en vue de l'élection présidentielle. Et c'était arrivé trop tard. Bon, là. Et puis là, on avait ouvert grand la caisse pour trouver ça assez rapidement. Ça se comptait en milliards. C'est vrai que là, et ils ont réussi au final. Nicolas Guzman, on termine sur cette question obligataire. Voilà, on continue à en mettre dans les allocations. On fait. Là, je pense que ça devient intéressant. En fait, ce qui était pour le Trump trade, donc la montée des taux plus la montée du dollar, en fait, arrive effectivement, comme vous l'aviez dit au début, depuis que Trump arrive en tête des sondages. C'est toujours en cours. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce même phénomène s'était produit en 2016, hausse du dollar, hausse des taux. La différence, c'est que l'élection 2016, il y a eu vraiment une surprise. Et donc, on a eu un mouvement très brutal en quelques jours. Alors que là, c'est assez brutal, mais ça s'est fait quand même sur un mois et demi pour le moment. Par contre, en 2016, ça s'était arrêté assez rapidement. En fait, et ce qui est intéressant, c'est de voir que les arguments qui étaient développés en 2016 pour justifier ça sont exactement les mêmes que ceux d'aujourd'hui. C'est-à-dire, en gros, le choc immigration et les déportations qui sont prévues par Trump, les tarifs, le fait de mettre la pression sur la Fed et les baisses d'impôts. Et que tout ça aurait un phénomène inflationniste. Alors, soit, mais quand on regarde en fait ce qui a véritablement été fait par Trump à l'époque, c'était quand même plus light, notamment alors sur l'immigration. Oui. Le niveau de déportation était 2 fois inférieur à ce qui avait été fait sous la période Obama. Donc là, on peut se dire qu'il me paraît improbable qu'ils partent déporter 8 millions de personnes comme ce qui était évoqué. Je crois que la période Obama, c'était 4 millions sur un mandat. Et Trump, c'était seulement 1 million sur la période. Donc c'était beaucoup moins important. Sur les tarifs, même chose, c'est-à-dire que ce qui était anticipé en 2016, ce qui est arrivé, en fait, était plus faible, donc moins de choc. La pression sur la Fed, je n'y crois pas beaucoup et je ne crois pas que la Fed soit spécialement vulnérable à ce type de choc. Et ensuite, sur la baisse d'impôts, et là, effectivement, c'est le phénomène le plus important. Et là, en fait, on attend vraiment qui va être le prochain secrétaire au Trésor. Oui. Donc l'équipe, une fois de plus, ça va être la clé. Parce qu'on peut avoir des gens qui peuvent être très expansionnistes, qui veulent vraiment y aller à fond. Et il y a des personnes, notamment Scott Bessent, qui est apparemment celui qui devrait obtenir le poste, qui a plutôt une vision à vouloir réduire les déficits. Donc si lui arrive au pouvoir, on peut avoir une réaction inverse du marché. Igor Demac, chez Vital Épargne, qu'est-ce qu'on dit aux clients en ce moment, qui se pose sa question, est-ce qu'il faut bouleverser complètement son allocation ou finalement, Kamala Harris, Donald Trump, ça ne change pas fondamentalement la donne avec ce qu'on s'est dit, États-Unis en tête, Europe plus compliqué. Malheureusement, je le disais avant, c'est les deux faces d'une même pièce. Les Américains pensent toujours à eux avant. Et peut-être même les démocrates plus que les républicains, même si les républicains sont toujours plus vocaux. En tout cas, l'interventionnisme démocrate n'est pas toujours très bon pour l'Europe. Donc de toute façon, nous on a nos problèmes. Ça ne dépend pas uniquement des autres. Alors on aime bien pointer les autres, mais on a nos problèmes. Après, l'épargnant européen, il a le choix, il est vraiment libre de faire ce qu'il veut. C'est clair qu'aujourd'hui, ne pas avoir d'actions américaines et d'actifs en dollars, c'est un peu risqué. Alors après, c'est la proportion. Oui. Mais nous, on leur conseille de mettre à ce moment-là des actions avec des thèmes un peu spécifiques. Par exemple, small et mid cap américaine, qui est un thème, vous l'avez vu, le Russell 2000 a bien bondi après l'élection de Trump. Donc
pour ne pas aller dans des choses qui ont déjà très bien marché, Nasdaq, S&P, ou alors, si on veut faire de la tech, on peut prendre des ETF sur la cybersécurité, voilà. Essayer de travailler un portefeuille américain, je suis d'accord sur les taux, puis les taux courts sont toujours très intéressants. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que les flux du monde entier vont vers la zone dollar. C'est parce que, en tout cas, l'argent rapporte beaucoup. Il y a de la rémunération et sur les obligations et sur les actions, ça se passe pas si mal. C'est que ce qui marche dans le capitalisme, c'est la croissance. Et c'est la seule zone, il y en a. Donc en tant qu'épargnant, c'est difficile d'être dans une zone. Alors on peut arguer de l'argument de valorisation, ce qu'on fait toujours en Europe, value, mais sans croissance, les entreprises ne peuvent pas créer de valeur ajoutée. Il n'y a pas de BPA, il n'y a pas de croissance du BPA. Donc voilà. Malheureusement, aujourd'hui, il faut avoir des actions. Enfin, malheureusement. Il faut être exposé aux États-Unis. Il me semble, même si c'est haut, même si ça me paraît un peu difficile de leur dire. Même après plus 30% sur le Nasdaq, oui, on continue à y aller. Picking, c'est-à-dire choisir des choses qui sont encore en retard. Les small sont encore en retard. Les larges non liés à la tech sont encore en retard. Donc, il faut essayer d'être capté là où il y a de la valeur. Il nous reste peu de temps, Alexandre Aizé. Qu'est-ce qu'on fait en termes d'allocation ? Je ne voudrais pas être trop consensuel non plus, mais c'est vrai que les actions américaines qui pouvaient prêter à risque, en tout cas, les investissements en dollars. Pour moi, il y a un pari, le dollar vers la parité. Vers la parité, c'est un scénario qui n'est pas, qui peut être improbable il y a encore quelques semaines, qui n'est pas si improbable que ça. Donc, pour un investisseur européen, avoir des actifs dollars, actions ou obligations, c'est quand même une très très bonne diversification. Et puis l'obligataire sur l'euro, je pense qu'encore une fois, pour le coup, c'est pas encore dans le marché. Le fait que la Banque centrale va agir de manière beaucoup plus importante que prévu, et donc on risque d'avoir des taux à l'horizon fin 2025 beaucoup plus bas, et il faut en profiter maintenant. Donc obligataire fortement sur l'euro et des actions sur les États-Unis avec de la diversification plutôt sur l'euro que les États-Unis. Il vaut mieux aussi les grands gagnants aux États-Unis vont être aussi les grands gagnants d'hier, sont aussi les grands gagnants de demain, je pense, sur la tech. Nicolas Gutzmann, vous avez 30 secondes, je suis désolé. On fait quoi ? Je pense que la question des devises va être vraiment, vraiment importante, notamment si les tarifs sont mis en place. En fait, la période qu'on est en train de vivre avec l'arrivée de Trump, éventuellement les baisses d'impôts qu'ils vont faire, plus les tarifs et la situation des excédents commerciaux chinois et européens, rappelle étrangement et même quasiment, enfin c'est calqué exactement sur le début des années 80, avec la très forte hausse du dollar qu'on avait eue à cette période-là, qui avait mené aux accords du Plaza et qui avait fait chuter le dollar de façon vertigineuse à cette période-là. Donc les développements politiques qu'on peut avoir dans les prochains temps vont être décisifs pour les années à venir. Voilà, on surveille les nominations, on surveille aussi ce dollar qui devrait donc s'apprécier. C'était Planète Marché avec deux invités du jour, Igor Demac, Vital Épargne, Alexandre Aizé du groupe Richelieu et Nicolas Gutzmann, financière de la Cité. Merci messieurs, on se retrouve très prochainement, mais tout de suite c'est l'heure de Marché à thème.